Vous aimez l'économie, bienvenue à l'Hebdo Éco. Ils sont, dit-on, les atouts majeurs de la reconquête industrielle de la France. La robotique, la cobotique, la robotique collaborative et l'intelligence artificielle sont au centre de ce que l'on appelle déjà l'usine du futur, celle qui nous réconcilie avec une production qui a trop longtemps été négligée au profit de l'économie de service. Mais robotique et IA sont-elles de bonnes nouvelles pour l'emploi ? À quelques jours du colloque Naya Air, Nouvelle-Aquitaine, intelligence artificielle et robotique, que Sud-Ouest et Suez organisent les 9, 10 et 11 décembre à Bordeaux ou Hangar 14, nous allons voir cela avec Pierre-Yves Sampère, PDG de MS Factory, et Sébastien Lissard, PDG de Cog Engines. Ou Cog Engine, c'est à la française, peut-être. Ouais. Cog Engines. Messieurs, bonjour. Bonjour Pascal. Pierre-Yves Sampère, je vais peut-être commencer avec vous. Quelle est l'activité de MS Factory, qu'on a longtemps appelée MS Proto d'ailleurs? Tout à fait. Donc l'activité principale de MS Factory, c'est l'assemblage de cartes électroniques en délai extrêmement court, en petite quantité. Et ça s'appuie sur deux grands piliers. Le premier, c'est la digitalisation du process de vente. Donc tout se fait en ligne. Vous pouvez chiffrer n'importe quelle carte électronique en quelques minutes. Et ensuite, la commander. Donc on l'assemble sur notre usine en Sud-Gironde de façon complètement automatisée, même Côté pour une seule Martillac, carte. c'est ça? Côté de Martillac, tout à fait, dans le Pessac Léonien, là aussi. Et donc ce côté complètement industriel et à la fois digital, c'est ce qui fait aujourd'hui notre succès depuis 2015 qu'on a créé MS Proto. Donc EMS Proto et aujourd'hui EMS Factory, c'est à la fois une usine, comme son nom l'indique, ouais, finalement, en bon français, mais c'est aussi une plateforme, c'est-à-dire qu'on accède finalement à vos services par Internet, c'est ça? Exactement, en fait c'est le chaînon manquant entre le côté très digital du e-commerce et le côté très industriel de ce que peut être une usine. Donc c'est le pont entre ces deux univers que nous avons en fait rapprochés et ça permet en fait d'automatiser, d'accélérer les process de vente. Et le time to market, comme on dit. Le time to market, voilà. Exactement. Et pour nos clients, c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, on demande en fait aux fabricants de produits, aux concepteurs d'électronique de concevoir de plus en plus vite. Une voiture, c'est 8 mois d'études, avant que c'était 24 mois. Et tout se raccourcit, donc le délai est très, très, très important. Alors, une petite question un peu conjoncturelle. On parle beaucoup de pénurie de semi-conducteurs. Est-ce que vous êtes concerné par ça? Est-ce que vous êtes touché par ça? Ou est-ce que vous aviez un petit peu senti le coup? On est malheureusement touché par ça. Par contre, le côté intéressant de notre démarche que nous avons en fait initiée en 2015, c'est que grâce à cette automatisation, et notamment au niveau du process de vente, eh ben, on subit moins la pénurie parce que nos algorithmes nous permettent d'aller chercher les composants, leur stock et leurs coûts de façon beaucoup plus importante sur la planète entière à travers tous les distributeurs. Finalement. Voilà, on a beaucoup automatisé et cette automatisation aujourd'hui nous est utile dans cette pénurie où il est très difficile de s'approvisionner. Et donc le fait d'avoir un système multisource en termes de composants, aujourd'hui c'est un pari gagnant pour nous. Alors, je crois savoir que vous travaillez tout particulièrement avec Cog Engines. Je veux absolument l'angliciser, alors que l'anglicisme, c'est Cog Engines, tout simplement. Pourquoi d'abord? Et qu'est-ce que vous en attendez? Donc, comme je le disais, nous, on est une usine ultra automatisée et on se doit en fait c'est notre leitmotiv d'automatiser et notre leitmotiv c'est de faciliter la vie de nos clients à travers le cycle de vente et c'est aussi de faciliter la vie de nos employés dans leur mission qu'on leur confie. Et l'automatisation et la robotique nous permet de faciliter cette vie-là. Et quand j'ai rencontré Sébastien il y a un certain temps maintenant. Quelques années. Je lui ai proposé très naturellement, dans un premier temps, de l'héberger gracieusement dans l'usine, parce que je crois beaucoup au fait que les roboticiens, s'ils sont sur les lieux de fabrication où les robots vont être implémentés, il faut qu'ils se dotent de cette culture de production. Et donc j'ai dit à Sébastien, il a tout de suite accepté parce qu'il a été vraiment conscient de cette démarche et il a dit ok, je suis partant. Au départ, on n'avait pas réellement donné un cadre sur notre partenariat. Ce qu'on voulait, c'était surtout échanger.
Et aujourd'hui, quelques années plus tard, on a avancé sur un certain nombre de sujets, sur nos idées, et surtout, c'est comment automatiser des choses qui sont pas forcément sur étagère aujourd'hui. Et le travail avec Cogengine, aujourd'hui, c'est une réussite parce que j'espère qu'ils sont dotés maintenant d'une culture de production. Et nous, on a aussi avancé de notre côté, intellectuellement, sur ce que la robotique pourrait nous amener. Et aujourd'hui, on a des exemples concrets grâce à Cogengine. Bon, Pierre-Yves Sampère a un petit peu défloré le sujet. Alors, Cogengine, oui. J'ai vraiment du mal avec ça. Cogengine. C'est super. Là, j'étais bien. C'est quoi exactement? Allez, faites-nous un petit peu la genèse de Cogengine. Complètement. Donc, c'est une société qui a été fondée en 2019 avec mes deux cofondateurs. Nous développons un algorithme d'intelligence artificielle que nous mettons dans des robots pour les rendre... Des robots déjà existants, donc des robots dotés d'un cerveau peut-être plus développé. Alors, à la base, dotés juste de commandes de base, voilà. Exactement. Donc, ce que je vais le développer un petit peu plus tard. Et pour les rendre plus collaboratifs. Donc, cet algorithme, en fait, pour faire simple, il donne des yeux et un cerveau aux robots pour les rendre collaboratifs. Ce qui se passe, c'est qu'avant, les industriels, quand ils installaient un robot sur une ligne de production, ils achetaient le robot, ils l'installaient, ils passaient 3 jours à le configurer, à programmer des lignes de code pour le faire fonctionner. Et le robot était complètement aveugle et fonctionnait de manière cyclique, c'est-à-dire qu'il faisait toujours la même chose. Donc avec la technologie Cogengine, on donne des yeux, un cerveau au robot, ça lui permet donc de prendre des décisions dans un certain cadre et surtout de voir autour de lui. Donc ça veut dire qu'il peut interagir avec les objets qui sont autour de lui et surtout avec les opérateurs humains qui sont devant lui sur le côté, qui vont travailler avec lui. Donc il peut voir chacune des mains des opérateurs, chacune des phalanges détectées, et comme ça l'opérateur peut guider entièrement le robot par le geste. D'accord, ça veut dire qu'en fait il n'y a plus besoin de rentrer une seule ligne de code. L'apprentissage, en fait, il peut apprendre par le geste le mouvement qui sera appliqué par le cobot. Alors, oui, tout se fait par le geste. Ça nous permet de réduire les 3 jours de configuration à 3 minutes. Donc ça, c'est déjà un gain de temps. Et surtout, c'est un gain au niveau de l'inclusivité. Ça veut dire que des personnes qui ne connaissent pas, ne sont pas sachants de l'informatique, des lignes de code, ils vont pouvoir utiliser ce robot. Ça veut dire que n'importe qui pas formé va pouvoir utiliser un robot. Il n'y a plus de clavier, il n'y a plus de souris, il n'y a plus d'écran. On a totalement supprimé tout. Tout se fait par le geste. Donc même une personne sans formation, même qui ne sait pas lire, peut utiliser ce robot. Mais alors dites-moi, Sébastien, je veux dire, c'est pas l'adversaire, on peut pas dire ça, mais si on développe l'IA, si on développe la robotique ou la cobotique, c'est aussi pour se passer des hommes, non? En tout cas, pas dans la vision qu'on construit à Cogengine, parce que ce qu'on veut tout d'abord, c'est créer un robot qui est totalement collaboratif, qui peut être utilisé par beaucoup de monde. Et donc notre objectif, notre challenge technique, c'est, comme je l'avais dit, que tout le monde puisse l'utiliser. Ça permet de réinclure des gens qui aujourd'hui sont empêchés de travailler. On a aujourd'hui en France 9 à 10% de personnes qui ont un handicap, une déficience motrice par exemple, qui ne peuvent pas travailler sur une usine. Avec un robot qui se dirige par le geste, peut-être qu'un problème qu'elles ont de canal carpien à l'épaule qui leur empêche de faire un geste répétitif va pouvoir être fait par le robot. Cette personne qui était empêchée de travail va pouvoir gérer 2 à 3 robots sur une ligne de production industrielle et pourra être réinclus dans l'usine, alors qu'aujourd'hui, il était en dehors. Pierre-Yves Sampère, l'essai concluant? Tout à fait. Et c'est vrai que vous allez pousser encore un petit peu plus loin l'expérience. En fait, nous, on va multiplier les postes où Cogengine intervient. Et effectivement, je rebondis sur le fait que l'auto-apprentissage, c'est quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, dans notre type d'usine, on a besoin d'une très grande adaptabilité et évolutivité. Donc, on est très agile. Le fait d'avoir un robot qui peut se reconfigurer, entre guillemets, quasiment au doigt et à l'œil, j'utiliserais le terme de magie. On oppose souvent la robotique ou la cobotique à l'emploi. J'aimerais bien, pour EMS Factory aujourd'hui, ex-EMS Proto, la robotisation des lignes, l'automatisation des lignes, est-ce que ça a été aussi un moyen de limiter l'emploi ou pas du tout? Moi, je connais un peu votre histoire, j'ai pas l'impression que ça soit corrélé. En fait, c'est pas du tout notre leitmotiv, et je pense qu'en fait, les gens qui opposent cela, c'est des gens qui sont pas certains dans leur vision. Aujourd'hui, la robotique, elle va décupler la capacité des hommes, et nous, dans notre cas précis de MS Factory, aujourd'hui, nos opérateurs, nos techniciens, ils sont mis sur des tâches à plus forte plus-value et sont plus orientés clients. Voilà. Le fait d'assembler des composants toute la journée, décharger de certaines tâches, répétitives, et qui ne sont pas forcément valorisantes
pour le collaborateur. Donc socialement, je me fais un peu provocateur, mais socialement, des sociétés comme Cog Engines, socialement, c'est pas des ennemis, elles sont pas néfastes. C'est plutôt même le contraire, parce que justement, comme disait Sébastien, ça permet d'inclure plusieurs types de populations, mais surtout, c'est que ça maintient les hommes et les femmes dans les usines. Donc, on travaille plus sur l'inclusion des hommes et des femmes dans les usines que de l'exclusion. Je rajouterais que dans l'usine... Pour votre défense. Surtout pour mieux pouvoir expliquer ce qu'on fait aujourd'hui dans l'usine de MS Factory, c'est aussi rendre des tâches qui n'étaient pas faites aujourd'hui possibles. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va arriver avec un robot pour faire du contrôle qualité. Ce qu'on appelle le contrôle qualité, c'est-à-dire que chaque produit qui va sortir de l'usine va être pris en photo, va être analysé visuellement pour détecter des défauts. Ça, c'est des choses qui aujourd'hui n'avaient pas pu être faites parce que c'est extrêmement chronophage. Tout à fait. Et là, donc, ça se fait automatiquement. Voilà, c'est des choses qui sont... fait la photo et l'envoie. Oui, voilà, il envoie au client qui est très content d'avoir la photo avant expédition. Voilà. Ouais. On voudrait tout ça d'ailleurs. Complètement. Et en plus, on sait quand il part, donc on gagne du temps. Mais surtout, voilà, c'est des choses qu'on ajoute sur l'usine qui ne pouvaient pas être faites aujourd'hui parce que c'était trop chronophage. C'est la valeur client. Est-ce que ce que vous avez développé pour EMS Factory, est-ce que ce sont des choses qui peuvent se déployer sur d'autres activités qui n'ont pas forcément à voir avec l'activité de EMS Factory ? Ça se développe dans plusieurs directions. Nous, sur le territoire français, là, on est sur l'EMS, donc l'EMS, les cartes électroniques, oui. Les composants électroniques. On se développe aussi sur le secteur du luxe en faisant des flaconnages, donc la manipulation de flacons qui changent sans arrêt parce qu'on peut voir dans un magasin de parfums la multitude de flacons de toutes les tailles. Nos robots sont capables de s'adapter à n'importe quelle taille de produit automatiquement. Et en temps normal, un robot, il faut plusieurs heures pour l'adapter à un nouveau contenant. Oui, à chaque changement de flacon, il faudrait reprogrammer le robot. Minutes. Là, il s'adapte directement à tous les types de flacons. Donc, par exemple, voilà, nous, c'est le secteur du luxe et on ouvre aujourd'hui une voie pour l'année prochaine sur la santé. Voilà, on voudrait travailler avec des kinés, par exemple, pour la rééducation fonctionnelle, qui permettent au kiné de montrer au robot un geste et qui va protéger le patient dans le geste qu'il fait pour lui permettre d'avoir une rééducation plus efficace. En totale coopération avec le kiné, bien sûr. Dites-moi, à ce niveau de la discussion, j'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez du forum NAIA, donc, que j'évoquais en début d'émission, ce forum NAIA, Nouvelle-Aquitaine, intelligence artificielle et robotique.r, dont NAIA.r. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne initiative, c'est bien que ça se fasse dans la région. Ça peut être que extrêmement positif. Toute action qui va valoriser l'IA et la robotique, c'est une excellente nouvelle pour la région et pour notre territoire. Ce qui est très intéressant dans ce genre de forum, c'est de rencontrer des startups comme Engine qui ont des visions que d'autres n'ont pas forcément. Et surtout, c'est confronter aussi le monde de l'éducation, le monde les chercheurs, les industriels, les offreurs, les demandeurs. Parce que nous, en fait, on est utilisateurs des technologies Cog Engine, on les développe pas. Donc, on est le client de Cog Engine. Et il faut que tous ces gens-là se rencontrent pour échanger sur leurs besoins et sur leur capacité d'offrir des solutions. Et également, dans NAIA, il y a également un volet éducation, formation. Il est très important pour nous et pour notre territoire de montrer que la robotique, c'est pas uniquement de développer du code. C'est de l'électronique, c'est de la mécanique, c'est aujourd'hui un métier de roboticien, et c'est avant tout la compréhension du besoin de l'usine. Voilà. Je rappelle que NAIA.r se déroulera du 9 au 11 décembre au hangar 14, avec un 11 décembre qui sera une journée consacrée, enfin ouverte au grand public. Donc je pense qu'effectivement ça va dans le sens de ce que vous expliquiez. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Sébastien Dissart, Pierre-Yves Sampéré, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous au prochain numéro d'Hebdo Echo. À bientôt, au revoir.